Un joyau architectural oublié, en équilibre sur le gouffre. Le Cliff House de San Francisco. Une forteresse défiant l'immensité du Pacifique. L'élégance absolue, suspendue au-dessus du vide. Un sanctuaire où l'existence même tient à un fil, prête à s'évaporer. Fermez les yeux. Sentez les bourrasques d'air fouetter impitoyablement la roche. Les flots déchaînés qui vaporisent leur écume âpre dans les cieux. Dans ces murs, valses tourbillonnantes, reflets dorés et coupes de nectar pétillant. Au dehors, le néant insondable et les abysses marins. Ce repère de songe n'a cessé de périr pour mieux renaître. Flammes dévastatrices, détonations, ouragans ravageurs ou effondrements financiers. À chaque chute, l'aube d'un serment inédit. De ces braises successives surgissent d'autres maîtres, au rythme d'une métropole en pleine métamorphose. Réclame tapageuse, paris fiévreux, âme pure et escroc notoire s'y croisaient dans un ballet singulier. Juste à côté, trônait l'illusion grandiose du magnate Sutro. Un dédale aquatique tissé de verre et d'acier. Puis, soudain, le mutisme, les vestiges et des grilles scellées à jamais. Face aux rafales, les badauds s'interrogent. Quel sombre destin a frappé ce lieu? S'agissait-il d'une simple malédiction du bout du monde ou du dessein occulte d'un esprit humain? Comment un édifice bâti pour défier l'éternité a-t-il pu se réduire à de simples cartes postales jaunies et aux souvenirs flous d'inconnus? Mais surtout, quelle force prédomine? La fureur des océans? L'appétit du brasier? Ou cette soif irrépressible de l'homme d'ériger son empire au bord du précipice? Si vous êtes fasciné par ces plongées immersives au cœur des joyaux architecturaux de l'âge d'or et des dynasties qui les ont forgés, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner et à m'indiquer dans l'espace commentaire quelle prochaine demeure historique nous devrions percer à jour. C'est grâce à votre fidélité que ces fresques narratives prennent vie. Premier chapitre. Séquence d'ouverture, les confins de la Terre. Merci de m'accompagner dans cette nouvelle expédition. Notre épopée du jour nous conduit là où la folie des grandeurs de la fin du XIXe siècle s'est heurtée à l'inébranlable froideur de l'océan. Une crête vertigineuse où les châteaux apparaissaient et s'effondraient avec une cadence presque implacable. Nous voici au 1600 de la Great Highway, à San Francisco. L'horloge affiche l'année 2020. Maya Rodriguez gare son véhicule sur le bas-côté et s'élance à la rencontre du vent féroce. Face à elle se dresse le mythique établissement, désormais clos, ses vitrages plongés dans les ténèbres et ses accès condamnés. En toile de fond, la mer continue son hurlement sourd, d'une indifférence totale face aux tragédies et aux vanités humaines. Monsieur Alvarez l'accueille près de la porte latérale. Voilà 30 ans qu'il arpente ces couloirs. Tour à tour barman, directeur et gardien des mémoires. Il serre contre lui un simple carton. À l'intérieur reposent des cartes de restaurants plastifiées, des pochettes d'allumettes issues de salons disparus et un vieux cliché monochrome prisonnier d'un cadre fendillé. Cette image fige une bâtisse effacée de la surface du globe, accrochée à un promontoire rocheux rongé par l'érosion au fil du temps. Les châteaux ont beau dominer les précipices, murmure-t-il en lui tendant l'écrin de carton. Ils finissent toujours par s'écrouler. Voici la véritable épopée de cette légende californienne. Il ne s'agit pas d'un édifice unique, mais d'une lignée entière. Pas une simple chimère, mais une succession d'illusions, toutes érigées sur les vestiges fumants des précédentes. Cette table de renommée fut inaugurée en 1863 sous les traits d'un humble pavillon immaculé agrippé au basalte sombre, tout au bout des terres américaines. Une halte métamorphosée en mythe absolu. Un commerce englouti par les flammes, soufflé par les détonations et réduit en poussière, pour renaître avec une telle fréquence que les habitants en ont oublié le compte. Un sanctuaire qui, en 2020, a sans doute baissé le rideau pour l'éternité, non pas dans un dénouement théâtral, mais dans le cliquetis feutré d'un verrou et l'héritage modeste d'un carton rempli de reliques. Ce monument majestueux couronnait jadis l'extrême limite occidentale de la métropole, là où l'asphalte meurt pour laisser place à l'océan. La pointe Lobos s'incurve vers le sud. Telles des canines brisées, les rochers aux otaries transpercent les flots,
sombres et drapés d'une fausse éternité. Les sentiers escarpés s'étirent vers le nord, offrant aux marcheurs un funambulisme constant entre la terre ferme et le vide sidéral. Par ciel dégagé, l'horizon dévoilait l'archipel des Farallons, à 27 milles de la côte. Lorsque la brume dominait, c'est-à-dire presque tout le temps, seul un linceul laiteux tapissait le paysage. Désormais, un aéronef téléguidé s'élève dans les airs, plongeant son objectif vers l'abîme. Les fondations s'agrippent désespérément à la paroi abrupte. En contrebas, la houle attend son heure avec une infinie patience. La pierre, elle, était là bien avant l'aube des civilisations. Avec son crépi couleur ivoire et sa toiture en tuiles cuivrées, l'architecture d'inspiration hispanique dégage un curieux mélange de robustesse et d'extrême vulnérabilité. Le fardeau universel des œuvres mortelles lorsqu'elles affrontent l'immensité des aires géologiques. Les prémices de ce récit nous ramènent en 1863. La fièvre de l'or californien venait de s'éteindre. Pourtant, l'ivresse du développement continuait d'enivrer la baie. La bourgade avait bondi d'à peine 1 millier d'âmes en 1848, pour atteindre les 25 000 habitants en 1850. Les richesses coulaient à flot, tout comme les désirs de grandeur. Les regards se sont tournés vers le couchant océanique, s'interrogeant sur les fondations possibles aux portes de l'inconnu. Une chaumière immaculée sur une muraille d'ébène. Ainsi naquit le premier refuge du bout du monde. Une bâtisse modeste, tout en bois, en surplomb de l'écueil aux phoques. L'identité de son créateur a été engloutie par les rouages de l'histoire. En revanche, les véritables moteurs de ce projet demeurent limpides. La soif de conquête, les paris audacieux et cette volonté profondément américaine de planter son étendard sur les territoires les plus extrêmes. Les curieux affluaient en fiacre, puis en tramway, pour frôler le gouffre et contempler le ballet des mammifères marins. L'endroit résonnait de festins et de toasts joyeux. Les yeux perdus dans l'immensité liquide, tous ressentaient le vertige de la création. En soulevant les anciennes cartes, Maya découvre une missive oubliée au fond de la caisse. Le parchemin est devenu friable, teinté d'ocre et constellé d'auréoles d'humidité. Dans le coin supérieur droit, une inscription indique « Janvier 1907 ». La plume s'est estompée avec les décennies, mais le texte se laisse encore déchiffrer. Les contours du feuillet sont noircis, marqués à la fois par le passage du temps et par la suie. Elle parcourt les premiers mots. J'ai contemplé le brasier depuis le navire traversier. Le témoignage se brise brutalement au milieu d'une phrase. Le reste n'est plus que poussière calcinée. Deuxième chapitre. Le souffle haletant d'une cité en pleine frénésie. Le précieux document que tient la jeune femme relie 2 brasiers, 2 morts inéluctables, que des décennies entières séparaient. Néanmoins, pour saisir les raisons d'un tel entêtement à bâtir sur cette frontière sauvage, il nous faut remonter le temps. Il nous faut replonger au cœur de cette mégalopole, sortie de la fange et des chimères, à une vitesse inégalée dans toute la chronologie des États-Unis. L'éclat d'une pépite entre les mains de James Marshall à Sutter's Mill. Et voilà qu'une épidémie de fièvre jaune s'empare du pays. Les champs dépérissent, les ateliers se vident, les foyers sont désertés. Dans la baie de San Francisco, des flottes entières jettent l'ancre pour ne plus repartir. Leurs marins avalés par l'arrière-pays, grisés par l'appât du gain et les chimères. Les coques de bois pourrissent en l'oubli. Ce qui n'était hier qu'un bourg fantomatique explose soudain d'une vitalité frénétique. Les statistiques racontent cette onde de choc avec une brutalité implacable. En 1848, la bourgade abrite à peine 1000 âmes. 2 ans plus tard, en 1850, ils sont 25 000. Et l'an 1852 en compte près de 36 000. Une métropole jaillie du néant, bâtie sur le frisson de la spéculation, l'espoir pur et l'attraction magnétique du métal précieux. La boue engloutit les artères l'hiver, la poussière les aveugle l'été. Les bâtisses surgissent en un clin d'œil, des planches hâtives, des toiles en guise de toit, l'audace tenant lieu de fondation. Pourtant, la folie des pépites ne saurait justifier à elle seule la naissance de la Cliff House. L'opulence n'est qu'un fragment de l'histoire. Ces fortunes toutes fraîches exigeaient un théâtre pour parader,
flamber et mimer le raffinement aux portes de l'indomptable nature. L'urbanisation s'est alors étirée vers le couchant. Au cœur des années 1870, le parc du Golden Gate déploie ses 1000 acres de verdure, une conquête végétale minutieusement orchestrée sur l'océan de sable. C'est un manifeste en plein air. La cité revendique désormais le droit à l'élégance, à la culture, et offre un écrin dominical aux tribus endimanchées. Le tramway a emboîté le pas. Dès la décennie 1880, quelques pièces de monnaie suffisaient pour fuir le cœur urbain et s'offrir l'horizon maritime. Moins de 60 minutes de trajet pour forger un véritable culte hebdomadaire. Pèlerinage vers Seal Rocks, flânerie sur Ocean Beach et consécration à la Cliff House. Lors des flamboyants dimanches d'été, des foules entières s'y pressaient, fascinées par les aboiements et les joutes des otaries sur les récifs escarpés. On y dégustait des huîtres, on y vidait des chopes de houblon, le corps défiant une brise océanique inépuisable. Sous la lumière du jour, l'établissement respirait la bienséance. Un ballet de familles sages, de gamins aux doigts poisseux, de dames luttant pour sauver leur chapeau des bourrasques, et de bourgeois refaisant le monde autour d'un festin convenable. Mais le crépuscule réveillait d'autres instincts. Tripots clandestins, alcool brûlant, tractations étouffées et billets froissés glissant discrètement sous l'acajou. À l'aube de son existence, la métropole se souciait peu des vertus immaculées. C'était un repère encore trop vert, trop sauvage, né d'hier, pour s'encombrer de morale rigide. Les chiffres s'invitaient sur chaque affiche et chaque carte. 5 sous pour un ticket de tramway. L'affluence estivale oscillait entre 500 âmes lors d'un mardi morose et 5000 les jours de fête ensoleillés. Face à ce succès, le pavillon repousse ses murs, multipliant ses alcôves et déployant une salle de banquet majestueuse. La modeste bâtisse laiteuse se couronne de tourelles et de vérandas, adoptant cette silhouette tarabiscotée que l'on surnommait le style pain d'épices. Une folie victorienne ciselée dans le bois, immaculée, défiant le Pacifique depuis son socle de basalte. Les clichés d'époque, capturés entre les années 1870 et 1880, dévoilent une architecture où la robustesse le dispute au miracle. 3 étages habillés de clins, de vastes baies vitrées hypnotisées par les flots, et une galerie ceinturant l'édifice d'où l'on tend le bras pour désigner les mammifères marins. Avec un acharnement presque palpable, l'ouvrage s'agrippe au précipice, coincé entre la minéralité abrupte et le fracas de l'écume. Sur son parvis, des centaines de promeneurs s'agglutinent les jours d'affluence, corsetés dans des étoffes rigides, immortalisant leur présence sur la crête du continent. Comme si atteindre ce Finistère conférait un sens à leur existence. La métropole avait d'abord foi en son essor, puis se persuada qu'elle pouvait dompter le relief, convaincue que les lendemains effaceraient les hier. Ce sanctuaire suspendu incarnait cette ferveur absolue. Bien plus qu'une simple auberge, c'était un serment gravé dans le bois. Le pacte silencieux affirmant que la cité et l'océan se défiaient du regard, liés par un accord tacite promettant richesses infinies et éternité. Chaque fin de semaine, les rames défilaient au rythme métronomique de 15 minutes. La mer offrait ses huîtres, pêchées du matin. Les réclames juraient que les bulles de champagne traversaient l'Atlantique en droite ligne de France. Le panorama, lui, s'offrait sans rançon. Posté face au vitrage, le regard noyé vers le Ponant, on embrassait une étendue liquide s'étirant jusqu'aux confins de l'Asie. Sous les semelles, le plancher tressaillait à chaque assaut des vagues contre les écueils. Une sensation d'invulnérabilité, l'ivresse de la modernité, l'illusion d'appartenir à une œuvre impérissable. Mais l'illusion, inévitablement, finirait par s'effondrer. Chapitre 3. La nuit de poudre. L'éternité, sur ses rivages, a toujours eu un prix. Une leçon que la cité s'est vue infliger à maintes reprises. Et l'auberge de la Falaise en fit l'amère expérience en 1887, lors d'une veillée où l'eau elle-même parut se déchirer dans un fracas explosif. Nous sommes le 16 janvier 1887. Le crépuscule a mordu sur le jour et l'établissement affiche complet. Les convives étirent langoureusement leur souper dominical. Les becs de gaz percent les ténèbres hivernales de leurs auras dorées. Les flots sont agités, sans pour autant présager le pire. Les rafales charrient de lourds embruns salés.
En contrebas, la colonie d'Otari entonne sa litanie coutumière. Une banalité absolue, soudain foudroyée en un battement de cils. L'onde de choc s'abat, traîtresse et fulgurante. Une force colossale percute l'édifice, fait hurler les vitraux, balaie les carafes sur les nappes immaculées, étranche les rires nets. Bien plus tard, les survivants peineront à qualifier ce grondement, jailli des profondeurs, de la nuit, de l'univers tout entier. Une détonation cataclysmique. Puis, une fraction de seconde suspendue, un silence sépulcral où le monde semble retenir son souffle pour évaluer l'apocalypse. Avant que la terreur ne hurle, couverte par le fracas cristallin des vitres s'écrasant sur les parquets, la clientèle se rue vers les baies éventrées. Le personnel fuit vers les issues. Dehors, sous les halos vacillants, une pluie de ruines commence à s'abattre. Des charpentes mutilées, des fers tordus par la violence du souffle, des silhouettes méconnaissables s'abîmant dans l'écume en sifflant. L'atmosphère s'épaissit, saturée de soufre et de fumée. Quelque part au large, englouti par l'encre des flots, le désastre a trouvé sa cible. Les ouïdirs galopent plus vite que la vérité. On murmure qu'un vapeur a sauté, qu'un léviathan des abysses a frappé, que le précipice s'est dérobé. Entassé sur les balcons, la foule scrute l'abîme, cherchant désespérément la vérité dans ce néant insondable. L'océan, impassible face au chaos, poursuit sa chorégraphie éternelle. Le ressac va et vient, indifférent à la terreur humaine, tandis qu'un lourd silence s'abat sur les phoques. La réalité des faits émerge avec lenteur, d'abord par bribes, avant de frapper de plein fouet. Une péniche gorgée de dynamite, le parallèle, affrété pour acheminer de la poudre de mine, avait jeté l'ancre au large de la pointe Lobos. Pour une raison obscure, l'étincelle a jailli. L'embrasement fut fulgurant, la dévastation absolue. Le navire a été purement et simplement pulvérisé. L'onde de choc a balayé l'écume avant de s'écraser contre la roche, faisant voler en éclats les vitrages sur des kilomètres. À travers toute la métropole, les parquets se sont mis à frissonner. Suspendue en première ligne, juste au-dessus du cratère marin, la maison de la falaise a encaissé l'onde déflagrante de plein fouet. Mais contre toute attente, le bâtiment n'a pas plié. L'ossature de bois a gémi de toutes ses fibres. Les fenêtres ont explosé et le plâtre s'est fendu. Si quelques poutres ont bien bougé, le squelette de l'édifice, lui, a tenu bon. Dès les lueurs de l'aube, des ouvriers se sont pressés pour déblayer, calfater et poser de nouveaux carreaux. En l'espace de quelques jours, l'établissement accueillait de nouveau ses clients. Le récit s'est immédiatement gravé dans la mythologie locale. La nuit où la mer a explosé, cette fameuse nuit où le célèbre restaurant a failli disparaître dans les abysses. Ces heures où l'apocalypse semblait imminente, avant que le lever du soleil ne ramène le drame à de simples proportions humaines. Un cocktail de malchance, de négligence et un cargo de poudre au pire endroit imaginable. L'empreinte sonore de cette tragédie résonne encore à travers les archives. Il y eut d'abord ce grondement caverneux, une onde de percussion qui a frappé les poitrines bien avant que les tympans ne l'aperçoivent. Puis ce fut le vide absolu, ce silence mortuaire qui succède toujours au chaos. Ensuite, le balai paniqué des mouettes désertant leur nid pour tournoyer dans les cieux. Les lions de mer, eux, avaient fui vers les profondeurs. Et enfin, le murmure des hommes, d'abord timide puis hurlant, évaluant l'ampleur du désastre et cherchant désespérément leurs proches. On appelait ceux qu'on croyait perdus, alors qu'ils erraient simplement, terrifiés et aveuglés par les ténèbres. En 2020, assise seule dans la salle de réception désertée, Maya lance une simulation basique sur son ordinateur portable. Elle saisit les coordonnées supposées de la barge, la puissance de l'explosif, l'écart avec les rochers. Un halo écarlate s'épanouit soudain sur la dalle numérique. C'est la zone de mort. La maison de la falaise frôle exactement la lisière de ce périmètre. Suffisamment proche pour être meurtrie, mais assez éloignée pour survivre. À 100 mètres de là, l'édifice se serait effondré comme un château de cartes. 100 mètres plus loin, l'événement n'aurait été qu'un vacarme nocturne de plus,
une simple anecdote. Tout s'est joué à un fil. La destinée de la bâtisse s'écrira toujours sur la ligne de crête des possibles. Oscillant perpétuellement entre la vie et les décombres, l'opulence et la ruine, le sommet et le précipice. Cette explosion nocturne fut le premier grand sursis de son histoire. Ce ne serait pas le dernier. L'océan a défié le palais de bois, et le palais lui a tenu tête. Pour les habitants de San Francisco, ce fut une révélation. La maison appartenait corps et âme à ce rocher. Elle semblait désormais indestructible. Le pacte scellé entre la pierre et l'architecture leur paraissait infaillible. Quelle erreur! Il leur faudra attendre encore 7 années pour mesurer l'étendue de leur naïveté. Chapitre 4. De l'ambition à la rançon. 7 ans après la nuit de l'explosion, la maison de la falaise défiait toujours l'horizon. Et l'homme destiné à métamorphoser la bâtisse, ainsi que toute la côte environnante, traçait déjà les contours d'un projet titanesque qui allait reléguer aux oubliettes tout ce que San Francisco avait connu jusqu'alors. Adolphe Sutro avait posé ses valises dans la baie lors de la ruée vers l'or, mais c'est l'argent des mines qui allait bâtir son empire. Ingénieur dans l'âme, inventeur et bâtisseur d'empire. C'est lui qui avait pensé le tunnel Sutro au Nevada, une artère souterraine colossale servant de drain et de poumon au filon de Comstock. Il avait fallu des années pour creuser cet abîme. Un chantier pharaonique qui lui rapporta des richesses incommensurables. Mais pour un esprit comme Sutro, l'opulence n'était en rien un aboutissement. Ce n'était qu'un levier. Restait à savoir quel monde il allait soulever avec. Son regard s'est tourné vers l'ouest, face au Pacifique. Il contemplait le même tableau que les autres. Des falaises abruptes, une houle fracassante et des lions de mer prélassés sur l'obsidienne des rochers. Pourtant, son œil visionnaire y percevait un dessein plus grand. Un potentiel inexploité, une aubaine inouïe, l'occasion rêvée d'offrir à San Francisco bien plus que la simple arrogance des villes champignons. Il refusait de ne voir en elle qu'un mirage de la ruée vers l'or. Il voulait lui insuffler une véritable grandeur civique, avec des monuments capables de tenir la dragée haute à l'Europe ou aux vieux États de la côte Est. En 1881, Sutro s'est rendu maître de la maison de la falaise et des promontoires sauvages qui l'encerclaient. Ses ambitions étaient vertigineuses. Il ferait jaillir des termes populaires de ces rochers. Pas de vulgaire bassin, mais un sanctuaire de verre et d'acier, majestueux, qui deviendrait le plus vaste complexe aquatique du globe. Des piscines multiples, chauffées par la vapeur, offrant toute une palette de températures. Des gradins capables d'accueillir des foules immenses, des galeries d'exposition, des collections d'animaux naturalisés et des tables fastueuses. Un véritable parc d'attractions à la mode victorienne, suspendu au-dessus de l'écume. Les ouvriers y viendraient en tramway, tandis que la grande bourgeoisie y ferait halte dans ses élégants attelages. Le parallèle avec l'opulence de la côte atlantique n'avait rien d'un hasard. À Newport, dans l'état du Rhode Island, les dynasties Vanderbilt et Astor faisaient ériger des palais estivaux. Des prétendus chalets en marbre pur coûtant des millions, destinés à n'accueillir la haute société que l'espace d'une saison. Cornelius Vanderbilt y avait englouti des sommes astronomiques pour bâtir sa villa des Breakers. Son épouse Alice y orchestrait des galas mondains et des étalages de prestige, démontrant que l'argent savait aussi bien financer les arts que la démesure. Ces immenses demeures portaient en elles un message de pérennité, d'enracinement et de lignage quasi aristocratique. San Francisco, de son côté, aspirait à une splendeur d'inspiration californienne. L'heure n'était pas au château réservé à une élite, mais aux merveilles accessibles au peuple tout entier. On cherchait à troquer la rigidité de l'Est contre la fluidité de l'Ouest, avec juste ce qu'il fallait d'élégance pour prouver que la cité avait enfin acquis ses lettres de noblesse. Sutro avait parfaitement capté l'esprit de son temps. Ces ternes se voulaient fondamentalement républicains. Un sanctuaire grandiose, aux portes grandes ouvertes, où n'importe quel citoyen disposant de 25 cents en poche pourrait goûter à l'émerveillement. La docteure Eleanor Pierce, experte en histoire de l'architecture, est pensive dans son bureau de l'Université de Californie à Berkeley. Nous sommes en 2019. Des ouvrages recouvrent chaque pan de mur. Sur son bureau s'étalent des clichés de demeures majestueuses datant de l'âge d'or américain. Les mains jointes, elle s'avance légèrement, pesant chaque syllabe. Sur la côte est, à Newport,
La fortune a érigé des châteaux. Sur les rivages de San Francisco, en revanche, le Pacifique a mis ses bâtisses à l'épreuve. Toute la différence réside là. Si la famille Vanderbilt a pu bâtir sa villa des Breakers et la conserver intacte, c'est que l'Atlantique de ce côté fait figure de mer d'huile. C'est aussi grâce à des fonds quasi inépuisables, où l'entretien de la pierre ne représentait qu'une formalité comptable. Mais perché sur les escarpements de Land's End, balayé par les bourrasques, les tempêtes et ses embruns dévorant fer et boiseries, la préservation des lieux n'avait rien d'un simple détail financier. C'était une lutte pour la survie. Et les éléments finissent toujours par l'emporter. L'inauguration des thermes de Sutro eut lieu en 1896. L'envergure du projet laissa San Francisco pantoise. 6 bassins marins rythmés par les marées, auxquels s'ajoutait un bassin d'eau douce, capable d'accueillir 10 000 nageurs. Les gradins pouvaient recevoir 7 000 curieux, tandis que la verrière monumentale couvrait une superficie dépassant allègrement les 100 000 pieds carrés. Au total, près de 3 acres d'espace vitré. Le public y trouvait des eaux chauffées à la perfection et assistait à des démonstrations grandioses. On déambulait parmi les animaux empaillés des galeries du musée, on se restaurait sur place avant de rejoindre le domaine voisin du Cliff House pour un véritable festin face au soleil couchant. L'audace avait atteint son paroxysme. Ce qui n'était qu'un simple relais gastronomique s'était métamorphosé en un lieu de pèlerinage. C'était un message clair, lancé au pays tout entier. La métropole californienne rivalisait désormais d'égal à égal avec New York, Chicago ou Boston. Des pôles d'attraction dotés d'infrastructures prestigieuses, capables de faire traverser les mers. Toutefois, les châteaux bâtis sur les promontoires présentent toujours une facture salée. Dès l'inauguration, les dépenses s'envolèrent. L'air marin rongeait les armatures métalliques, les rafales maltraitaient les vitrages, et la houle s'infiltrait dans la moindre latte de bois. Faire vivre cette chimère exigeait une vigilance de chaque instant, à un prix exorbitant. Si le fondateur avait les moyens de financer cette bataille, rien ne garantissait que ses successeurs en auraient la volonté, ni la fortune. C'est alors qu'en 1894, en pleine construction des thermes, la tragédie frappa le bâtiment originel du Cliff House. Ce monument emblématique, qui avait résisté à des explosions de dynamite et défié le temps pendant près de 30 ans, fut dévoré par les flammes en une seule nuit. Charpente, silhouette dentelée, et des décennies de souvenirs furent réduits à l'état de braise et de ferraille déformées, libérant un panache de suie qui se fondait dans le brouillard. Observant le désastre depuis les hauteurs, l'homme d'affaires prit sa décision. Il allait tout reconstruire. Il ne s'agirait pas d'une simple copie, mais d'une œuvre infiniment plus majestueuse, digne de ce panorama sauvage. Une structure qui dégagerait enfin un sentiment d'éternité. Au milieu des ruines fumantes, les premières esquisses virent le jour. Ce nouveau pavillon allait éblouir le monde. Chapitre 5. La renaissance du palais de dentelle. Mais pour ce visionnaire, la notion de spectaculaire répondait à une ligne directrice très arrêtée. Elle se traduisait par une folie architecturale toute victorienne, sculptée à même la charpente et couverte d'ardoises. Il concevait un édifice appelant l'objectif, taillé pour s'imprimer sur les cartes postales. Une merveille que les touristes identifieraient au premier regard comme une étape incontournable. Il lui fallait cette fameuse esthétique ciselée, ce style romantique. Fini la modeste auberge des débuts. Les fioritures devaient désormais prendre des proportions monumentales. La nouvelle mouture de l'établissement ouvrit ses portes en 1896, accompagnant l'inauguration des thermes adjacents. Un colosse de 7 étages trônait à présent sur le précipice. Une tourelle octogonale affirmait sa présence, coiffée par une toiture mansardée d'inspiration Second Empire, avec ses pentes vertigineuses et ses lucarnes travaillées. Le tout était couronné de tuiles sombres, dont les reflets miroitaient sous humidité perpétuelle de l'atmosphère marine. Les façades flirtaient ouvertement avec la démesure. Des oriels s'élançaient dans le vide avec une audace folle. Belvédères, terrasses et corniches finement sculptées saturaient le regard. Seule une palette de teintes ivoire et crème, rehaussée de liserés sombres, parvenait généralement à canaliser cette frénésie visuelle. À distance, drapé dans la brume, on aurait juré voir un château français égaré en pleine mer,
venu s'échouer sur un cap californien. Mais en s'approchant, l'édifice se révélait être l'incarnation même d'une détermination inébranlable. C'était l'ultime riposte du bâtisseur face à l'incendie, face aux caprices du Pacifique. Un pied de nez à tous ceux qui jugeaient impossible d'ériger un palais impérial sur la pointe de Land's End. Bâtir pour défier les éléments. Franchir le seuil, c'était découvrir une opulence intacte, avec cette immense salle de banquet, capable d'accueillir des centaines de convives sous des voûtes vertigineuses. De somptueux lustres de cristal, importés à grands frais, dont la présence tenait de l'aberration face à la corrosion marine, baignaient de lumière des nappes immaculées. Des baies vitrées colossales, s'étirant parfois du sol au plafond, offraient des tableaux vivants sur les récifs de Seal Rocks et l'immensité océanique. Par temps dégagé, le soleil incendiait la pièce. Mais les jours de brume, c'est-à-dire presque toujours, les pampilles prenaient le relais. Le salon se changeait alors en un cocon chaleureux, défiant la grisaille qui venait s'écraser contre les vitres. Sans surprise, les tarifs de la carte étaient à la hauteur du prestige des lieux. Il fallait débourser $1 pour un repas complet. Une somme coquette pour l'époque, bien que la bourgeoisie locale pût se le permettre. La douzaine d'huîtres, elle, s'affichait à 25 cents. Les crus, qu'ils fussent de la région ou d'outre-mer, étaient servis au calice ou à la bouteille. Les fourneaux mariaient gastronomie américaine et influence française, le summum du raffinement, selon les critères de l'époque. On y savourait de généreuses pièces de viande nappées de sauces complexes et des pâtisseries si fragiles qu'une respiration un peu forte aurait pu faire s'effondrer leur montage aérien. Le succès fut fulgurant. L'affluence dominicale battait tous les records, rythmée par le fracas des tramways roulant vers l'ouest, bondés de familles endimanchées. À la belle saison, les visiteurs se comptaient par milliers chaque week-end. Le domaine s'était mué exactement en ce que son créateur avait imaginé. Loin d'être une simple halte sur la route, l'endroit s'était érigé en monument incontournable. C'était le but absolu du voyage. Un lieu devenu l'âme de San Francisco, au même titre que ses célèbres tramways ou les eaux de sa baie. Dans le secret de ces salons, on célébrait l'amour. Au comptoir, les champions de boxe trinquaient à leur victoire. Les anciens combattants s'y retrouvaient pour banqueter, tandis que les politiciens arpentaient la salle, quêtant soutien financier et faveur. On raconte que ces registres, aujourd'hui égarés ou dispersés aux 4 vents, conservaient la trace de noms illustres. Le temps efface les détails, mais l'essentiel demeure. Ce belvédère n'était pas un simple commerce. Il incarnait l'aboutissement d'un voyage, un sommet de raffinement et d'élégance. C'était l'affirmation d'une côte ouest, refusant de plier face à l'est. Ces cartes postales ont voyagé aux 4 coins du globe. Le cliché restait immuable. Une tour de 7 étages, une toiture aux détails ciselés, les rochers aux phoques en premier plan et l'immensité océanique en toile de fond. Au verso, des mots griffonnés dans une douzaine de langues murmuraient « J'aimerais que tu sois là ». C'est le plus beau panorama que j'ai jamais contemplé. Il faut absolument que tu viennes découvrir San Francisco. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Ces 7 niveaux abritaient environ 40 pièces, un nombre fluctuant au gré des réaménagements. La flèche centrale, quant à elle, s'élevait sur 5 paliers. De la base rocheuse jusqu'au faîte, le bâtiment dressait ses quelques 80 pieds, une hauteur suffisante pour guider les navires à l'approche de la côte. Une silhouette assez audacieuse pour servir de repère aux voyageurs remontant du Cid. Dans les années 1890, les calèches formaient de longues files sur la route. Les attelages patientaient pendant que leurs propriétaires ripaillaient et laissaient leurs regards se perdre sur les flots. Au début des années 1900, les premières automobiles firent leur apparition. Des machines capricieuses, hors de prix, tenant plus du symbole que du simple moyen de locomotion, mais qui annonçaient ponctuellement l'arrivée imminente d'une ère nouvelle. Face aux bourrasques, les femmes arrimaient leur couvre-chef à l'aide de longues épingles. Les hommes, eux, restaient fidèles à leur sombre complet, faisant fi des caprices de la météo. Sanglés dans des cols rigides et chaussés de souliers vernis, les enfants, vêtus comme des adultes miniatures, s'efforçaient de rester de marbre lors des interminables déjeuners dominicaux, bercés par le fracas des vagues contre l'écueil. Adolphe Sutro a rendu son dernier soupir en 1898.
2 petites années après l'inauguration de son château. Il a eu le temps d'admirer son triomphe. Les files d'attente à l'entrée, les missives envoyées outre-mer, la consécration de son rêve. Mais il n'a pas connu la suite de l'histoire. Car cet édifice majestueux, ce chef-d'œuvre de dentelle de bois défiant les éléments sur 7 étages vertigineux, s'apprêtait à affronter des fléaux que ni les explosifs, ni les brasiers, ni l'usure du temps ne sauraient égaler. C'est la métropole tout entière qui allait entrer en convulsion. Et lorsque la terre tremble sous une cité, les bâtisses perchées sur les gouffres n'ont pas leur mot à dire. Elles s'effondrent, s'embrasent ou résistent. Notre belvédère allait connaître ces 3 destins. Chapitre 6. Séisme, flamme et renaissance. 18 avril 1906, 5h12 du matin. La faille de San Andreas se déchire aux portes de la ville. Les secousses s'éternisent pendant près de 45 secondes. En cet infime laps de temps, le destin de la cité bascule à tout jamais. Le cœur urbain s'écroule, les façades de briques volent en éclats, tandis que les charpentes de bois se fracassent. Les conduites de gaz éventrées crachent leur venin, les canalisations d'eau sont asséchées. En l'espace de quelques heures, les premiers brasiers s'allument. L'enfer durera 3 jours. Dévorant quelques 500 pâtés de maison et jetant 250 000 d'âmes à la rue, redessinant à la cendre les contours de l'une des plus grandes métropoles américaines. Tout au bout des terres, à environ 7 miles du désastre, le palais de bois se tord et gémit. Les murs se lézardent, la vaisselle vole en éclats. Les lustres balancent leur cristal au rythme des secousses. Pourtant, l'œuvre fantaisiste de Sutro, coiffée de sa tour orgueilleuse et de son toit à la mansarde, tient bon. Son ancrage profond dans la roche volcanique absorbe la fureur souterraine. Sa charpente de bois plie gracieusement sous l'effort, sans jamais rompre. Lorsque la terre retrouve son calme, la silhouette se dresse encore face au large. Meurtrie, certes, ses vitraux soufflés, ses cloisons fendues, ses salons ravagés, mais toujours debout. Pour l'instant. Le fier belvédère vient de triompher du cataclysme qui a mis San Francisco à genoux. Les employés viennent constater les dégâts et ébauchent déjà des projets de restauration. Rouvrir les portes d'ici quelques semaines ou quelques mois semble envisageable. La métropole renaîtra de ses cendres et le palais la suivra dans sa résurrection. L'espoir flotte dans l'air. C'est alors que l'incendie frappe. 7 septembre 1907. Soit environ 18 mois après le grand tremblement de terre. L'origine du sinistre reste nimbée de mystère, les témoignages se contredisent. Les versions divergent. Les rapports officiels ont disparu dans les méandres de l'histoire, ou n'ont tout simplement jamais été rédigés. La seule certitude, une étincelle a pris vie au cœur du bâtiment. Était-ce dans les cuisines? Un défaut électrique? Ou peut-être un acte aussi banal que l'oubli d'un poêle incandescent. Mais les flammes s'engouffrant dans un tel dédale de boiseries, gorgées de mobilier, de tentures et de spiritueux, ne s'embarrassent d'aucune enquête. Le brasier dévore le château en une poignée d'heures. Les 7 niveaux d'audace victorienne se transforment en une fournaise infernale. Le donjon devient un flambeau géant. La toiture d'ardoise sombre, avec ses pentes vertigineuses, finit par céder et s'effondre sur elle-même. Sous la chaleur extrême, les lustres se liquéfient en larmes de verre. La grande salle à manger, sanctuaire des rituels dominicaux pour des milliers de convives, n'est plus qu'un gouffre de fumée noire. Viennent ensuite les braises, puis le néant absolu. Sur la plage, la foule contemple le désastre. D'autres curieux se pressent contre les vitres des bains voisins, impuissants face à la dissolution de leur monument en une simple colonne de cendres. Au large du détroit, les passagers des traversiers distinguent le funeste panache sombre qui s'élève de la pointe des terres. L'un de ces voyageurs, l'auteur même du manuscrit que Maya découvrira plus tard dans les affaires de M. Alvarez, coucha ces mots sur le papier. Je l'ai vu se consumer depuis le pont du bateau. La fumée s'est faite d'encre, puis laiteuse, avant de noircir à nouveau. L'édifice a conservé son allure majestueuse, jusqu'à l'ultime rupture. Il ne restait plus qu'une ossature calcinée, se découpant sur le crépuscule. Et puis,
plus rien. La missive s'interrompt brutalement sur cette pensée, comme si les mots eux-mêmes refusaient de décrire le vide abyssal que laisse derrière elle une telle beauté réduite en cendres. La maison de la falaise s'est encore évanouie dans les flammes. Il y eut d'abord le brasier de 1894, balayant le tout premier édifice. Et voici que l'incendie de 1907 vient d'engloutir l'œuvre qui l'avait remplacée. 13 années seulement, 2 brasiers dévastateurs, une double annihilation. La sagesse aurait commandé l'abandon. Il aurait fallu confesser la malédiction des lieux, ou tout du moins accepter que bâtir des châteaux sur ce promontoire précis était un défi que la nature interdisait à l'homme de relever. L'obstination l'emporte pourtant. On rebâtit. La 3e incarnation du lieu ouvre ses portes en 1909, sous de tout autre trait. Fini le foisonnement victorien. Envolé, la silhouette en pain d'épices et ce donjon de 7 étages dont le bûcher fut si théâtral. L'heure est désormais à la retenue néoclassique. Une géométrie pure, des baies vitrées en parfait équilibre, une symétrie savamment calculée. 3 niveaux viennent remplacer les 7 d'antan. Le béton et l'acier ont évincé le règne du bois. Ces lignes architecturales racontent une métropole meurtrie par les secousses et les flammes, qui exige désormais une édification prudente, pérenne et austère. Rien n'a été laissé au hasard. Dans le sillage du désastre, San Francisco refond entièrement ses lois d'urbanisme, adopte de nouveaux alliages et impose une ingénierie où l'ignifugation et le bon sens priment. L'établissement perché sur l'abîme se fait le miroir de cette métamorphose, délaissant son ancienne vocation de pur palais des vanités. C'est aujourd'hui une table moderne, forgée pour traverser le temps, pour narguer les séismes comme les étincelles, et pour affronter l'éternel assaut des embruns. L'atmosphère intérieure se veut dépouillée sans être austère. La céramique a supplanté les moulures de plâtre ostentatoires, tandis que les immenses verrières conservent leur majesté. Le panorama demeure une véritable symphonie visuelle. L'âme du lieu, cependant, s'est assagie. Moins avide d'éblouir, elle affiche la tranquillité de ce qui est à sa place. Les vieux registres de permis de construire, que nos reconstitutions numériques aiment à ranimer, dévoilent un balai de tampons officiels, d'annotations d'entrepreneurs et de budgets en pleine ascension. Converti en monnaie actuelle, l'enveloppe globale frôle les 4 millions de dollars. Un coût conséquent, mais jamais insensé. L'investissement pragmatique dans une œuvre destinée à défier les siècles. Des décennies plus tard, M. Alvarez exhume les souvenirs de son aïeul, employé des lieux dans les années 1920. Il racontait que le parfum de l'huile de citron embaumait les rambardes. Le bois était astiqué quotidiennement pour que tout resplendisse. La bâtisse dégageait une telle impression de robustesse qu'un nouveau brasier y semblait impensable, voire impossible. Cependant, face à l'immensité du Pacifique, la solidité n'est jamais qu'un état éphémère. Chapitre 7. Le parc d'attractions. Les étés qui s'enchaînent et les mœurs qui mutent. Cette fois, l'illusion de l'éternité aura tout de même tenu plus longtemps. Le pavillon néoclassique a traversé des décennies qui ont profondément bouleversé non seulement la cadence de la maison, mais aussi l'âme entière de la façade ouest franciscanaise. Ce havre jadis reclus s'est densifié pour engendrer un univers plus vaste, plus assourdissant, beaucoup plus populaire et indéniablement tumultueux. C'est dans les années 1920 que la fête foraine s'est échouée sur le sable, déployant ses tentacules le long de la plage, juste au sud du promontoire. Il ne s'agissait pas d'un simple manège, mais d'une constellation de distractions. Des montagnes russes, des chevaux de bois, des palais des glaces aux reflets menteurs, des stands de tir, des cabanes exhalant la barbe à papa, des confiseries salées, et ces salles de jeu où l'on engloutissait ces précieuses pièces de monnaie. La bande-son ne connaissait aucun répit. Les hurlements des passagers de la Grande Ourse se mêlaient aux orgues de barbarie et aux bonimenteurs hurlant la promesse de l'eau mirifique. Et sous cette allégresse artificielle, le grondement perpétuel de l'océan. Du jour au lendemain, la maison solitaire s'était trouvée une cour. La noblesse silencieuse que la reconstruction de 1909 s'était efforcée d'ancrer devait désormais rivaliser avec le vacarme des saltimbanques. Les tribus venues pour les sensations fortes y faisaient halte pour déjeuner. Les adolescents en quête de vertige y dénichaient de la bière
pour peu qu'ils aient le visage buriné par l'âge ou les bonnes relations pour tromper la vigilance. L'âme de l'établissement est redevenue un caméléon, dont l'humeur évoluait au gré du tic-tac des horloges et des pages de l'almanach. Les fins de semaine, l'après-midi, attiraient la bonne société. Des gamins pomponnés et des parents commandant de fastueux banquets. Une clientèle à la hauteur des rêves de son fondateur originel, honorant les lieux avec leurs plus beaux atours et une courtoisie dominicale irréprochable. Mais le samedi soir, le ton changeait du tout au tout. Une jeunesse fiévreuse et bruyante prenait d'assaut les salles. Les panoramas océaniques importaient bien moins que l'ivresse, la danse et cette liberté nocturne que le bâtiment traînait dans son sillage depuis ses tout premiers jours. Cette impression tenace que la fin des terres marquait également la frontière des bonnes mœurs. Les lois de prohibition frappent le pays en 1920. Et sur le papier, plus une goutte d'alcool ne coule sur la falaise. Dans l'ombre pourtant, comme dans des milliers de repères à travers l'Amérique, la législation s'étire et l'autorité ferme les yeux. Quiconque maîtrisait le dialecte des clandestins pouvait étancher sa soif. Une fois de plus, le prestige du lieu basculait. Une façade très honorable sous le soleil qui virait au relent de bars clandestins à la nuit tombée. Démêler le vrai du faux tient aujourd'hui de la gageure. Les archives s'effritent, les mémoires arrangent le passé, et les complices de l'époque avaient toutes les raisons d'effacer leurs traces. Seule la marée humaine reste une certitude historique. Les week-ends estivaux drainaient des foules immenses vers la foire, et une bonne part de ce flot humain finissait par s'échouer aux tables du restaurant. La cadence des tramways, cet intervalle d'attente entre deux convois, chutait à un battement d'environ 7 minutes aux heures les plus denses. On pouvait embarquer dans le centre-ville, être brinque-ballé jusqu'à l'océan, flâner aux attractions, dîner face à la mer, et retrouver ses pénates avant le crépuscule. Le prix de cette odyssée, incluant le trajet, les manèges et les agapes, frôlait à peine les 2 $. Une échappée belle, à portée de bourse, pour les ouvriers comme pour les voyageurs de passage. L'effondrement économique des années 30 a obscurci l'horizon, sans pour autant dissiper les foules. Bien au contraire, ces illusions à bas prix étaient devenues une nécessité vitale. Dans la nuit, les lumières de Playland continuaient de briller. Le Cliff House, lui, faisait le dos rond. On réduisait les assiettes, on cassait les prix. Les menus du midi devenaient des appâts pour des poches de plus en plus vides. Et pendant ce temps, les chevaux de bois tournaient encore et toujours. Les wagons des montagnes russes s'élevaient pour mieux chuter. L'océan, impassible, fracassait ses vagues. Dans cette époque rongée par l'angoisse, la simple constance devenait un produit de luxe. Puis la Seconde Guerre mondiale est venue redistribuer les cartes. Soudain, une marée d'uniformes a submergé Playland et les salles du Cliff House. Des marins échappés du Presidio, des troufions en partance pour le front du Pacifique, de tout jeunes hommes en permission, flambant leur solde avec l'urgence de ceux qui craignaient de ne plus jamais avoir l'occasion de le faire. L'air vibrait d'un mélange étrange. Une soif de fête entrelacée d'une urgence presque tragique et d'un profond fatalisme. Les mariages se nouaient en un clin d'œil. Les adieux déchirants, eux, se jouaient au bord du précipice. Les clichés de cette décennie figent ces couples, engoncés dans leurs habits militaires ou leurs robes de gala, encadrés par les immenses baies vitrées. Leurs regards se perdent vers l'ouest, scrutant un conflit dont les contours leur échappaient encore. Passé 1945, les familles ont déferlé de nouveau. Le miracle de l'après-guerre a rempli les porte-monnaies allouées aux loisirs, fait teinter les clés de voiture et ravivé l'espoir d'un lendemain enfin apaisé. Le Cliff House vivait son âge d'or. Sans réservation le week-end, inutile d'espérer une table. Ses salons résonnaient des rires des anniversaires de mariage, des goûters d'enfants et des banquets de jeunes diplômés. Mais le véritable clou du spectacle restait l'horizon. Les rochers aux otaries, l'immensité pacifique, la brume crépusculaire et, de temps à autre, une percée lumineuse éblouissante, parfaite pour rappeler à chacun les raisons de sa venue. Puis, le petit écran s'est insinué dans les foyers, à l'aube des années 1950 et à la toute fin de la décennie précédente. Insidieusement, les rituels ont muté. Pourquoi se mettre sur son 31 et traverser toute l'agglomération quand le spectacle s'illuminait directement dans le salon? Pourquoi régler une addition salée pour contempler l'horizon, alors que le canapé ne coûtait rien et que les programmes se renouvelaient chaque semaine?
La clientèle ne s'est pas volatilisée d'un coup, mais elle a commencé à fondre. L'effervescence de Playland a entamé une chute interminable. Au Cliff House, cette hémorragie se lisait dans les cahiers de réservation, dans le calme des samedis soirs, et dans l'extinction de ce bourdonnement joyeux qui avait fait vibrer les murs pendant des décennies. Les envies évoluaient. La métropole elle-même se transformait. Une interrogation, d'abord muette puis obsédante, planait. L'établissement allait-il épouser cette nouvelle danse ou sombrer lentement dans l'oubli des reliques du passé? Un lieu magnifique, certes, mais relégué à la marge, montant la garde aux frontières d'un monde qui tournait désormais son regard vers les terres. Juste à côté, les bains Soutreau commençaient déjà à murmurer l'issue fatale. Chapitre 8. L'océan en flammes. Le grand naufrage des bains Soutreau était en marche depuis des années, bien avant que quiconque n'ose briser le silence. L'entretien engloutissait des sommes colossales. Les tempêtes fracassaient les verrières, exigeant des milliers de dollars de réparation. Le sel marin rongeait impitoyablement la tuyauterie métallique. Et maintenir à température 6 bassins titanesques, même approvisionnés par l'océan, exigeait des quantités de combustible telles que le moindre bénéfice partait en fumée. Quant aux foules, jadis massives à la belle époque, elles ont décliné de manière inéluctable tout au long des années 1950. Dans l'esprit d'Adolphe Soutreau, ce complexe majestueux devait être une offrande à San Francisco. Un temple des loisirs populaires où chaque citoyen pouvait piquer une tête pour 25 cents. Sauf qu'un présent de cette envergure exige d'être entretenu, et l'entretien dévore le capital. À l'aube des années 1960, les caisses sonnaient creux. Les tourniquets se sont figés définitivement en 1964. On a alors murmuré des projets de patinoire, une tentative désespérée de transformer ces cuves en un modèle rentable. Un concept qui cesserait de mener une guerre vaine contre la salinité, les marées et la volonté farouche du Pacifique de reprendre ce que les hommes ne lui avaient qu'emprunté. Mais ce sauvetage n'a jamais vu le jour. Le 26 juin 1966, le brasier a englouti les bains. L'origine de l'étincelle, à l'image des nombreuses tragédies qui ont frappé cette péninsule, demeure aujourd'hui encore un mystère officiel. L'issue, en revanche, ne fait aucun doute. L'ossature de bois, piégée sous son écrin de verre, a fondu sous une chaleur accablante. Les vitres de la toiture ont explosé une à une. Les gigantesques piscines ne furent plus que des fosses tapissées de cendres et de débris calcinés. Aux lueurs de l'aube, le chef-d'œuvre de Soutreau, ce titan des eaux couvertes, 3 acres sous verre qui avaient abrité les rires de millions de visiteurs, n'était plus qu'un fantôme. La colonne de fumée s'élevait comme un faire-part de deuil diffusé en direct dans toute l'agglomération. Un totem de suie noire fouettait le vent. Sur le pas de leur porte, les employés du Cliff House ont assisté, impuissants, à l'agonie de leurs voisins. Dans les mémoires de certains, le souvenir des flammes de 1907, celles qui avaient dévoré le légendaire palais de pain d'épices, est remonté à la surface. Le parallèle vous sautait à la gorge. Ce littoral dévore les architectures. Le feu en est l'instrument de prédilection, mais c'est bien l'océan qui en compose la symphonie. Le sel qui effrite. Les bourrasques qui attisent les braises, l'isolement qui paralyse les secours. Pourtant, on n'a pas rasé ces cicatrices. On les a simplement livrées à elles-mêmes. Les squelettes de béton ont tenu bon, lentement ensevelis par les dunes et les gravats. À chaque tempête, les vagues furieuses reprenaient leur droit sur les bassins. Les structures métalliques, désormais écorchées de leur verre, se sont mises à encadrer le vide céleste. La nature a entamé son œuvre de cicatrisation patiente, métamorphosant cette arrogance industrielle en un vestige aux allures mythologiques, comme si ces vasques de pierre gisaient là depuis l'aube des temps, et que l'homme n'avait fait que s'y cogner par hasard. En première loge, le Cliff House observait la mutation. Les fourneaux tournaient toujours à plein régime. Les vitrines continuaient de défier le couchant. Seulement, le décor avait basculé. Playland n'était plus que l'ombre de lui-même. Des attractions qui s'enrayaient, des engrenages laissés à l'abandon, une affluence qui s'étiolait inexorablement à chaque nouvelle saison. Les termes avaient été rayés de la carte. La frange occidentale de San Francisco
Ce vaste terrain de jeu qui avait tenu le haut de l'affiche pendant près de 100 ans entamait sa chrysalide. Plus silencieuse, plus fantomatique, dévoilant crûment la fragilité de sa propre existence. Les clés du Cliff House sont passées de main en main à de multiples reprises. Le clan Sutro avait déserté les lieux depuis une éternité. Une valse de gérants s'est mise en place, chacun débarquant avec sa propre formule magique. Nappe immaculée pour dîner mondain, brasserie de quartier, salle de réception ou encore attrape-touriste assumé. Si certaines années affichaient des comptes florissants, d'autres saignaient à blanc les finances. Mais tous finissaient invariablement par se fracasser contre le mur des réalités. Maintenir cet édifice en vie relevait du gouffre financier. L'emplacement, d'une beauté sauvage, souffrait de son isolement. Les éléments y dictaient leurs lois implacables. Brume épaisse, bourrasque violente, et un froid mordant qui ne reculait pas même au cœur de l'été. L'ossature subissait les outrages du temps avec brutalité. Les embruns salés rongeaient la tuyauterie jusqu'à l'os, tandis que les baies vitrées réclamaient une attention et un renouvellement de tous les instants. Ces soubassements, bien qu'agrippés à la roche volcanique d'une falaise qui reculait inexorablement, exigeaient une surveillance de chaque instant et des consolidations à intervalles réguliers. Les ravages causés par les tempêtes hivernales frappaient avec la régularité d'une horloge, et la facture s'avérait systématiquement salée. Les relevés marégraphiques des années 1960 et 1970 racontent la même histoire, celle d'un océan Pacifique dévorant la paroi rocheuse à petites bouchées. Sans fracas, grignotant quelques centimètres par an, parfois moins, mais avec une constance impitoyable. Une lente agonie que les coups de butoir de l'hiver se chargeaient d'accélérer. Les grandes marées repoussaient les limites de la mémoire humaine. Ce rempart de pierre, que l'on croyait immuable, n'était finalement qu'une forteresse en sursis. L'écart salvateur entre les fondations et le précipice fondait à vue d'œil. Les courbes des rapports officiels donnaient le vertige. Quant aux lignes budgétaires allouées aux rénovations, converties en monnaie actuelle, elles engloutissaient des centaines de milliers de dollars annuellement. Refaire la toiture? Comptait environ un demi-million. Le remplacement des huisseries exigeait, à lui seul, près de 200 000 $. Quant à la consolidation des bases, établir un devis tenait de la gageure, l'ampleur du chantier reculant au même rythme que l'effondrement de la corniche. L'analogie du Dr Pierce comparant la station balnéaire de Newport à cette côte pacifique prenait tout son sens au fil des saisons. À Newport, une infiltration d'eau se règle en une semaine. Au bord de cet abîme, c'est le prélude à un éboulement. L'établissement n'a pas succombé à une tragédie foudroyante au cours de ces décennies. Son véritable bourreau s'appelait l'érosion. Une érosion minérale, rongeant la pierre brute. Une érosion financière, laminant les bénéfices. Et une érosion morale, effritant peu à peu la conviction du public. L'illusion que ce sanctuaire tiendrait éternellement debout, conservant son prestige et remplissant ses salles pour le seul spectacle de l'horizon, s'évaporait. Les visiteurs franchissaient toujours le seuil, mais la marée humaine se retirait doucement. L'enseigne lumineuse promettait encore d'accueillir les convives, mais elle dissimulait une rentabilité exsangue. L'édifice tenait bon, certes. Pourtant, dans l'ombre, chaque acteur du dossier savait pertinemment qu'une simple survie n'équivaut pas à la prospérité, et qu'un succès éphémère ne garantit pas la pérennité. Sous leurs pieds, le gouffre continuait de se creuser. L'océan, patient, guettait son heure. Et le restaurant, lui, s'obstinait à dresser ses assiettes et à illuminer la nuit. Un déni majestueux, comme si l'éternité pouvait encore s'acheter. Jusqu'au jour où le rideau est tombé de manière irrévocable. Chapitre 9. Une demeure réduite au silence, face au rugissement des vagues. L'acte final n'eut rien d'une tragédie grandiloquente. Ni flamme ravageuse, ni secousse sismique, ni explosion déchirant les ténèbres. Seulement l'ombre d'un virus, un confinement brutal et la dure loi de l'économie venant écraser 150 années de lutte acharnée contre les éléments. En mars 2020, la pandémie de Covid-19 condamne les portes de la gastronomie californienne. Le monument suspend son activité,
à l'instar d'une myriade d'autres établissements, dans l'espoir d'une aube nouvelle d'ici quelques semaines, tout au plus quelques mois. Mais les semaines s'étirent en mois, et les mois flirtent avec l'année complète. Les salons restent plongés dans une immobilité spectrale, tandis que l'océan, lui, poursuit son œuvre destructrice. L'air salin continue de mordre. Les rafales s'insinuent sans relâche dans la moindre fente des vitrages, attaquant chaque encadrement, chaque jointure d'une architecture qui réclamait jadis une dévotion quotidienne pour ne pas sombrer. Le 31 décembre 2020, les gérants prononcent la sentence. La fermeture sera définitive. Les ultimes négociations pour le bail avec le service des parcs nationaux, propriétaire de ce bout du monde, ont échoué. Les prévisions financières post-crise sanitaire sont incapables de supporter le fardeau des rénovations. Les dernières fiches de paie sont soldées et les lettres de licenciement scellent le sort des employés. Le trousseau de clés change de propriétaire. Le cliquetis des serrures résonne dans une nuit glaciale et nimbée de brume. Ce même brouillard aveugle, totalement sourd aux éphémérides humaines depuis 157 ans. Au premier feu de 2021, Maya Rodriguez franchit le seuil, munie d'un laissez-passer pour archiver les lieux. Architecte du patrimoine, sa mission consiste à dresser le bilan de santé du bâtiment et à cataloguer les vestiges de ce naufrage. Prendre les cotes, figer l'instant sur l'objectif et consigner chaque détail avant que le couperet ne tombe sur l'avenir du site. Son équipement se résume à l'essentiel. L'appareil photo de son téléphone, un ruban métrique, un carnet de notes et un masque protecteur. Une précaution dictée par les consignes sanitaires en vigueur, mais surtout par la densité suffocante de la poussière. La grande salle de réception est déserte, bien que ses entrailles n'aient pas été pillées. Les tables attendent toujours leurs convives. Les assises sont soigneusement empilées. Les vitres n'ont subi aucun outrage, offrant ce panorama éternel, les célèbres Seal Rocks et l'horizon du Pacifique. Les volutes de brume semblent coller leurs visages contre les carreaux. Le silence règne en maître absolu. Fini les tintamars des fourneaux, les murmures des conversations, le tintement cristallin des verres ou le crissement des chaises sur le parquet. Ce brouhaha chaleureux qui a fait battre le cœur de l'établissement pendant plus d'un siècle s'est éteint. Désormais, seul l'écho de ses pas vient briser le vide, accompagné, au dehors, par la complainte des goélands. Et l'océan, dont la voix prend une ampleur assourdissante lorsque le reste du monde s'efface. Elle entame ses relevés avec une rigueur clinique. Une superficie avoisinant les 18 000 pieds carrés. Un inventaire dénombrant 137 fenêtres. Les plaies à panser sont colossales, à commencer par la toiture qui hurle à l'aide. Les infiltrations se comptent par dizaines. Les revêtements métalliques sont rongés par l'oxydation et l'armature sous-jacente menace de céder par endroits. La base même de l'édifice porte les stigmates de l'instabilité du sol, zébrés de fissures de tension. Les réseaux d'eau appartiennent au passé, certaines canalisations remontant aux travaux de reconstruction de 1909. Quant au réseau électrique, il accuse le poids des décennies. Irréprochable lors de sa mise en service, il exige aujourd'hui une refonte totale pour espérer s'aligner sur les exigences de sécurité contemporaines. La modernisation des installations sanitaires engloutirait quelques 300 000 billets verts, tandis que la facture électrique oscille autour des 400 000. Sauver les fondations nécessiterait des expertises géotechniques approfondies, avec des premières estimations pulvérisant allègrement le plafond d'1 million de dollars. Pour ramener l'édifice à la vie dans un cadre légal et sécurisé, l'enveloppe globale atteindrait prudemment les 3 à 4 millions. Et ce, avant même d'aborder les frais d'entretien courants qui, même dans les périodes fastes, se comptent à 6 chiffres. Monsieur Alvarez l'accompagne presque quotidiennement dans cette retraite. Officiellement, cet endroit n'est plus son lieu de travail. Dans les faits, c'est une force magnétique qui l'empêche de s'en détacher. Il arrive parfois, 2 cafés fumant à la main, s'accoude au vitrage et laisse couler ses souvenirs, ces récits intimes qui échapperont à jamais aux froides chronologies des livres d'histoire. La table numéro 12, exposée plein nord-est. Le plus beau point de vue pour admirer les rochers aux phoques. C'est à cette place précise qu'une promesse d'éternité fut murmurée en 1987. L'anneau a glissé de ses doigts pour se perdre sous le bois verni. Il est tombé à genoux, elle a éclaté de rire avant de prononcer le grand
Oui. 2 décennies durant, ils ont pèleriné ici pour fêter l'événement. Invariablement la 12e table, inlassablement le même repas. Et ce départ, immanquablement, les doigts intimement enlacés. 1995, l'obscurité s'abat subitement sur la salle. Une mer de lueurs dansantes prend le relais. Et pour repousser l'angoisse de la nuit, les voix des serveurs s'élèvent en chœur. Un gâteau d'enfant s'avance, illuminé par une forêt d'étincelles. Les convives, portés par l'instant, entonnent le refrain traditionnel. Le courant rejaillit miraculeusement sur la note finale. Une même employée et rares clients, unis face à la tourmente, s'agglutinent contre les baies vitrées, fascinés par le déploiement de cette puissance élémentaire. À chaque assaut des vagues, la charpente du bâtiment frémit de toutes ses fibres. Et dans cet espace confiné, à un cheveu du chaos, une sensation enivrante d'exister pleinement les envahit. La clé, c'est de savoir ouvrir les yeux. Au 3e étage, dans une remise poussiéreuse, Maya déniche une missive coincée derrière une plainte. Elle date de 1934, calligraphiée avec l'application touchante d'une petite fille. « Mamie chérie, nous avons enfin vu l'océan. C'est immense, bien plus vaste que le monde entier. Je t'embrasse fort, Dorothy. » L'illustration dévoile l'édifice originel aux allures de maison en pain d'épices. Celui-là même qui fut réduit en cendres en 1907, mais dont le spectre hante encore les bibelots touristiques 3 décennies après le brasier. Car c'est cette chimère majestueuse qui a survécu dans l'imaginaire collectif. Un palais éternel défiant sa propre destruction par la seule force du souvenir. Maya archive soigneusement la trouvaille avec le reste des reliques. Une preuve irréfutable de l'âme du lieu. La démonstration que l'absence n'est en rien synonyme de néant. Chapitre 10. Les enseignements de l'âge d'or américain. Ce bout de carton jauni, cet émerveillement enfantin face à l'immensité de l'eau, renferme un dogme fondamental que tout architecte du patrimoine assimile au début de sa vocation. La pierre ne résiste pas au siècle par sa seule noblesse intrinsèque. Elle survit uniquement parce qu'une société choisit d'y accorder une valeur inestimable. Parce que des citoyens engagent corps et âme leurs ressources. Et qu'il se trouve toujours quelqu'un pour soulever les épineux débats. Que devons-nous sauvegarder? Et quel est le prix réel de cette sauvegarde? Le docteur Eleanor Pierce a consacré l'entièreté de son œuvre à disséquer ces interrogations cruciales. Sa spécialité? L'architecture extravagante de la fin du XIXe siècle. Elle étudie cette tension permanente entre le faste ostentatoire et le gouffre de l'entretien, entre le désir fou de grandeur et la nécessité de durée. Ses volumineux écrits décortiquent les palais de la côte Est, les célèbres manoirs d'une époque révolue, et analysent les rouages complexes qui permettent à ces colosses de braver le temps un siècle plus tard. Le magnate Cornelius Vanderbilt forgeait des empires financiers extravagants, raconte-t-elle, perdu au milieu de clichés sépiades et de littoraux. Mais son épouse Alice a saisi une vérité d'une portée infiniment plus salvatrice. Elle n'a pas simplement déverrouillé les grilles de son domaine au public, elle a surtout fracturé les verrous des institutions. Main dans la main avec les protecteurs du patrimoine, elle a instauré des chartes de restauration et bâti des fondations économiques conçues pour survivre à l'assèchement des fortunes ou aux caprices des dynasties. L'exemple de cette bourgeoisie côtière offre une leçon magistrale lorsque les héritiers de cette ère fastueuse durent renoncer, asphyxiés par les impôts et les charges faramineuses. Quand même les coffres-forts des plus riches de la nation ont plié sous le poids de la pierre. Ces joyaux architecturaux n'ont pas sombré dans l'oubli et le pourrissement. L'organisation locale de sauvegarde a pris les rênes. Les demeures se sont muées en musées, générant leurs propres revenus par le biais de visites guidées et de réceptions mondaines. Mieux encore, ils ont façonné des réserves financières calculées au cordeau, épousant la vraie valeur des travaux de rénovation face aux morsures d'un climat bien spécifique. L'équation mathématique ne pardonne pas. Il faut injecter environ $1,5 million chaque année pour le maintien en vie d'un seul de ces châteaux. Vérification des toitures, curage des chéneaux, rafraîchissement des façades, maçonnerie,
régulation thermique et chasse aux nuisibles. Aucun legs n'est accepté par la Fondation sans la garantie absolue et préalable de couvrir cette ardoise colossale. Les fonds alloués sont ensuite méticuleusement modulés en fonction des failles et des fragilités inhérentes à chaque bâtisse. Car la géographie dicte sa loi suprême. Les rivages de l'océan Atlantique s'avèrent d'une indulgence toute relative. Certes, la bourrasque frappe et le sel marin ronge la pierre. Mais face à la férocité de l'océan Pacifique qui s'écrase sur les falaises de l'Ouest, l'Est fait figure de havre de paix. L'experte parcourt ses dossiers du bout des doigts. Les brises atlantiques tournent autour de 12 miles à l'heure, contre une quinzaine du côté opposé. Sauf que là-bas, les rafales crèvent allègrement la barre des 50. Quant aux précipitations, elles s'élèvent à près de 46 pouces sur la façade est. La côte sauvage, elle, n'en reçoit qu'une petite vingtaine. Mais c'est sans compter les brumes épaisses et la moiteur stagnante. La bâtisse suffoque sous l'humidité, sans jamais bénéficier du rinçage purificateur d'une véritable averse torrentielle. Sur le terrain, l'impact de ce climat est foudroyant. À l'est, les tuiles tiennent facilement 30 ans face aux éléments, précise la chercheuse. Suspendues au-dessus du Pacifique, atteindre la quinzaine d'années relève du pur miracle. Un ravalement de peinture extérieure tiendra entre 7 et 10 ans d'un côté, contre à peine 3 à 5 ans au bord du gouffre. La rouille, de son côté, dévore insatiablement les métaux, les gouttières et la visserie 2 fois plus vite face à l'ouest. Et tout ce désastre se calcule avant même d'évoquer la terre elle-même. L'abîme. Toujours cette peur viscérale de l'abîme. Les somptueuses villas atlantiques reposent sur un roc placide et sécurisant. Leurs fondations s'enracinent et demeurent statiques. Tout l'inverse de la côte ouest, où le vide avance, implacable. 5 décennies de relevés géologiques dévoilent un inexorable grignotage de la roche-mère. Une lente agonie qui se chiffre en quelques pouces en temps calme, ou en pieds entiers lorsque les flots se déchaînent. Soit, au bout du compte, une moyenne de 6 pouces engloutis à chaque rotation du calendrier. Un demi-pied de terre ferme arraché à la côte chaque année, attirant inexorablement la fureur de l'océan vers les fondations du repère. Le docteur Pierce se tourne vers son tableau blanc pour y dresser l'implacable bilan. 2 colonnes s'y affrontent. L'Est pacifié contre l'Ouest sauvage. En dessous, la litanie des dépenses. Le salut de la toiture. Le fardeau des chéneaux. Ravaler les façades, colmater les brèches, scruter les fondations, parer aux urgences absolues. À Newport, la facture annuelle frôle allègrement la barre des 500 000 $. Du côté de la pointe de Land's End, pour un édifice aux proportions comparables, l'addition s'envole bien au-delà du million. Il s'agit d'un simple maintien en l'état, insiste-t-elle. Nulle question ici de moderniser, de sublimer ou de réinventer les lieux. C'est le lourd tribut à payer pour endiguer la ruine. Le prix qu'exige l'immobilité face à un océan qui reconquiert goulûment ses rivages. L'enseignement tiré de Newport dépasse le simple cadre pécuniaire. C'est une architecture administrative forgée pour affronter la rudesse du réel. La société de conservation ne sauve des pierres qu'en pérennisant d'abord les rouages institutionnels qui veillent sur elles. Ces comités sont pensés pour survivre à la fragilité des existences humaines. Elle bâtit des fonds de dotation capables de générer des rentes éternelles et rédige des chartes où le demi-siècle à venir prime sur les gros titres du mois prochain. Les bons sentiments n'ont jamais suffi à empêcher un monument de s'écrouler. Selon le docteur Pierce, la survie exige une arithmétique implacable. Des fonds précis, placés sur des comptes dédiés, générant des intérêts exacts pour financer des chantiers rigoureusement chronométrés. Il faut convoquer l'expertise des ingénieurs tous les 5 ans et laisser l'intransigeance des données climatiques dicter la marche à suivre. L'anticipation est de mise face à des tempêtes encore fantomatiques, mais dont la fureur éclatera inévitablement d'ici 2021. Le défi existentiel qui guette la maison de la falaise se résume ainsi. Se trouvera-t-il des âmes pour bâtir un tel rempart institutionnel, mobiliser de telles fortunes et embrasser un horizon si lointain? Sauver ces murs reste dans l'ordre du possible. L'inconnu réside dans la volonté de la cité. Son amour pour ce patrimoine saura-t-il faire front face à l'obstination des flots? Les statistiques n'ont que faire de la poésie. Et le précipice, lui, se creuse inlassablement. La courbe des frais d'entretien s'emballe,
précipitant l'heure du choix. Il faudra soit débloquer le trésor nécessaire, soit assister, impuissant, à la naissance d'un nouveau champ de ruines. Une énième tragédie romanesque aux confins du continent. Chapitre 11. Ce que nous décidons d'arracher à l'oubli. Si l'arithmétique met l'urgence en lumière, les chiffres restent muets face au vertige de l'essentiel. À quoi bon lutter pour préserver cet édifice, plutôt que de l'abandonner à son propre déclin, aux côtés des bains de Sutro? Un sanctuaire de plus, érigé à la gloire d'une grandeur déchue. Pourquoi livrer bataille contre le Pacifique pendant une décennie ou un siècle de plus, quand l'abîme jouit d'une patience infinie, tandis que l'humanité reste esclave de ses carnets de comptes? Dans la quiétude de sa demeure du quartier de Richmond, Leila Sutro, arrière-petite-fille d'Adolphe, feuillette silencieusement un carnet de famille étalé devant elle. Des clichés figés dans les années 1890 dévoilent l'aïeul arpentant les abords de la maison de la Falaise et de ses termes chéris. L'homme y rayonne d'une assurance prospère et déterminée. Plus loin, les feuillets relatent l'usure du temps, l'adversité et la morsure des flammes, formant un recueil aussi dense qu'inachevé. Feuillets arrachés, tirages volatilisés, récits édulcorés ou tronqués. Tous les héritages ne traversent pas les âges, souffle-t-elle avec pudeur. Ma lignée a fini par comprendre la démesure des travaux d'Adolphe. La galerie souterraine, les thermes majestueux, la maison de la Falaise, les jardins luxuriants et la voie ferrée. L'écrasante majorité de cette œuvre s'est évaporée. La galerie a survécu sous de nouveaux auspices. Les bains ne sont plus que des vestiges et les rails ont été gommés depuis des lustres. S'accrocher à tout relève de l'illusion. Il faut alors élire ses totems, désigner le fragment d'histoire dont l'âme justifie pleinement les sacrifices qu'exige son salut. Aux yeux de Leila, la maison de la Falaise incarne la ferveur populaire de son aïeul, lui qui refusait que les beautés du monde soient l'apanage des puissants. Les familles laborieuses avaient, elles aussi, le droit de s'émerveiller. Rien ne l'empêchait d'y ériger un palais barricadé. On l'y a d'ailleurs poussé. Mais son choix fut d'y dresser un banquet ouvert à tous et des bassins accessibles pour une modeste pièce de 25 cents. Il a fait du sublime un patrimoine commun, plutôt qu'un caprice mondain. Une telle philosophie de la vie mérite qu'on se batte pour elle, même quand la pierre s'effrite inexorablement. À l'aube de l'hiver 2021, les assemblées citoyennes prennent vie. Le service des parcs nationaux, maître de ces terres, orchestre des dialogues au centre de Fort Mason pour que chacun dessine les contours de demain. Sous les voûtes de la salle, la foule qui s'est amassée révèle un kaléidoscope d'humanité que nul n'avait su prédire. S'y croisent des instituteurs, guidant leurs élèves de 10 ans vers le bout des terres, des dompteurs de vagues qui font du parking leur camp de base, ou encore des experts en muséographie en quête de sens. Des gardiens de la mémoire, des bâtisseurs et des figures de l'ancien San Francisco s'y retrouvent, ravivant la nostalgie des grands repas de famille d'antan. Même les nouveaux venus, qui n'ont connu que des portes closes, avouent subir le magnétisme du lieu. Une éducatrice prend alors la parole pour évoquer les excursions scolaires, la fièvre de l'or, la conquête de l'Ouest et le destin funeste des cités. La maison de la Falaise transforme ces concepts abstraits en matière palpable. Les images d'archives ont leur utilité, concède-t-elle, mais lorsqu'on fait face aux rochers des otaries, fouettés par les bourrasques, l'histoire prend soudain corps et chair, reléguant au second plan la froideur des dates et des noms de manuels. Tout se résume alors à des territoires et à la volonté d'y planter ses fondations. Un amoureux de la houle, la soixantaine passée, évoque quant à lui la chute du soleil et la boussole intérieure. Il parle de la valse des saisons, du souffle des marées et de la manière dont cette silhouette devient un phare immobile au cœur des courants furieux. Une fois la barre des vagues franchie, on jette un regard en arrière et la bâtisse surgit. À cet instant précis, la géographie du rivage s'éclaire comme une évidence. C'est un amer providentiel, devenu une extension naturelle du paysage malgré ses origines artificielles. Son effacement amputerait l'horizon d'une part vitale. Une de ces encres silencieuses dont on ne mesure la véritable force que le jour où elles nous sont arrachées. Un directeur d'institution esquisse les traits d'un sanctuaire culturel en perpétuelle ébullition.
Loin des cordons de velours et des murmures révérencieux, il rêve d'une ruche créative. Un bistrot marié à des galeries éphémères, complété par un confessionnal où chaque âme de passage viendrait graver ses propres souvenirs face à l'océan. Un programme foisonnant, mêlant lutte contre l'érosion côtière, architecture parasismique et dynamiques économiques locales. En somme, un édifice capable de compter sa propre genèse tout en s'offrant au monde. Des échanges fertiles, francs et vibrants. Les tables rondes se succèdent, s'étirent, et avec elles, les premières étincelles de discorde jaillissent. L'authenticité face à l'ouverture, sanctuarisée ou réinventée. Les idéologies s'entrechoquent. Pourtant, du chaos émerge peu à peu un consensus fondamental, une certitude absolue. L'âme philanthropique d'Adolphe Sutro doit perdurer. Ce lieu appartient à la foule, pas aux élites barricadées dans leurs privilèges. Le récit qu'on y tissera devra épouser la vérité tout entière. Chanter les victoires, mais aussi pleurer les incendies, les portes closes et le fardeau écrasant de l'entretien. Fini le vernis des cartes postales et le défilé des vedettes. Une stratégie en 5 actes se dessine. Acte 1. L'urgence. Colmater les brèches, endiguer l'hémorragie. Ancrer les fondations. Stopper la gangrène du temps. Acte 2. Donner du sens. Ériger des vitrines, moissonner les mémoires orales, sculpter une légende limpide. Acte 3. L'éveil mesuré. L'arôme d'un café, l'intimité d'une galerie et l'horizon rendu enfin au regard des promeneurs. Acte 4. Pérenniser l'édifice. Bâtir une forteresse financière où la rigueur des mécénats de Newport viendrait épouser la rudesse du Pacifique, comme l'avait théorisé le Dr Pierce. Acte 5. Transmettre. Faire de cette vigie un manuel à ciel ouvert sur l'ingénierie côtière, la sauvegarde patrimoniale et la folie de bâtir au bord du gouffre. L'ambition des foules reste délibérément modeste. Quelques centaines d'âmes la semaine, des milliers le week-end, rythmé par le ballet des écoliers aux équinoxes de printemps et d'automne. L'été amènera sa marée de curieux. L'oxygène viendra des tasses fumantes, des soirées privées, d'un billet d'entrée symbolique et de la manne des fondations de sauvegarde. S'y ajouteront les oboles empreintes de nostalgie, souvenirs d'un banquet de famille ou d'une bague offerte à la table numéro 12. Pourtant, ce bel édifice de papier laisse l'océan de marbre. L'abîme n'a que faire des bilans comptables ou des cœurs brisés. Malgré tout, depuis que les grilles se sont scellées en 2020, une véritable ossature émerge. Un sentier s'esquisse pour arracher les murs au silence, pour muer ces verrous rouillés en un sanctuaire bouillonnant de vie. Le parti pris est audacieux. Hors de question de laisser croupir ici une énième ruine romantique. Fini les fables mélancoliques sur la vanité humaine fracassée par l'indifférence des flots. L'ambition est autrement plus rude. Faire de ce promontoire le manifeste de notre volonté de préserver. Un phare pour la mémoire. Chapitre 12. L'ancrage au bord du vide. Forger un symbole exige des bras meurtris. Et les grands idéaux ne tiennent debout qu'à coups de capitaux. Les utopies griffonnées dans les salles des fêtes doivent désormais muter en arrêtés préfectoraux, en diagnostics d'experts et en devis d'artisans. Aux aurores de 2023, la vigie entame cette métamorphose. Le jour perce avec une lenteur majestueuse sur le bout du monde, souvent drapé de brume. Une clarté cendrée filtre à travers un voile d'argent. L'azur et l'écume se fondent en un tel vertige que la ligne d'horizon n'est plus qu'un murmure. Or, par ce matin singulier de mars, le brouillard capitule à l'aube. Les rayons déchirent la grisaille. Le Pacifique abandonne sa robe d'étain pour revêtir un saphir éclatant, irradiant d'une aura presque méditerranéenne. Une de ces teintes prodigieuses qui suffit à absoudre, l'espace d'une seconde, l'incommensurable folie d'avoir érigé des murailles sur un précipice au mépris de toute raison. Des mastodontes de tôle aux flancs bardés d'écussons d'entreprise convergent. Sur les sentiers, des escouades d'ouvriers ploient sous le poids des scies, des perceuses, des niveaux et des fardeaux de chantier. Ordre de mission primordial, dompter les flots. Il faut purger les canaux de la roche, repenser les trajectoires, blinder les gouttières. Car ici,
L'onde est un assassin silencieux. Elle ne frappe pas par des déluges, mais avec l'usure de l'éternité. Les averses pleurent dans d'infimes gerçures, tandis que la brume transpire au cœur des cloisons. Les embruns marins rongent l'épiderme. L'humidité recluse ronge les entrailles. Maîtrisez ces larmes célestes, et l'hydre sera déjà à moitié terrassé. Les charpentiers s'avancent dans une lente procession. Armés de pieds de biche et de sondes hygrométriques, tels des guérisseurs tâtant le pouls du colosse. Les encadrements et les seuils, dont la prestance trompait l'œil de loin, finissent par cracher leurs péchés de près. La pourriture tapisse les angles. Les jointures baignent là où l'étanchéité aurait dû régner en maître. Les pigments ne sont plus qu'un phare inutile sur un bois mourant. À la craie, on condamne les morceaux à amputer. Pas de table rase pour autant. C'est une dentelle chirurgicale, frappée précisément là où la nature a planté ses crocs pour repousser son avancée sauvage. Dans les entrailles du bâtiment, Maya Rodriguez glisse d'un salon à l'autre, son carnet et son objectif en bandoulière. Elle fige l'instant, capturant les stigmates avant, au cœur et après la bataille. Car sans cette trace indélébile des archives, toute quête patrimoniale s'effondre comme un château de cartes. Les générations à venir exigeront de lire les cicatrices du lieu. Disséquer le vestige authentique du rafistolage délicat ou de la prothèse flambant neuve. Sauvegarder avec intégrité, c'est accepter que la pierre et le bois sont vivants et mutent. Veiller sur un édifice, c'est paradoxalement oser le violenter pour le sauver. Le mythe de la pureté originelle s'évapore dès qu'une charpente supplie qu'on la pense. C'est dans ce théâtre de poussière que M. Alvarez fait, presque chaque matin, son entrée. Enrôlé comme mémoire vivante à temps partiel et pour une poignée de pièces, son macaron lui offre surtout le privilège sacré d'assister aux premières lueurs de la renaissance des lieux. Les yeux rivés sur les cordistes qui harponnent les conduits au flanc du gouffre, son esprit dérive vers les tempêtes d'antan, celles qui muaient l'esplanade en un lagon tourmenté. Il observe les artisans arracher les plaintes, le cœur serré par le fantôme de ses propres mains lustrant ces mêmes boiseries, il y a des décennies de cela. Le refuge de toute une vie se métamorphose sous son regard en une énigme fascinante. L'ossature est mise à nu, exposant ses failles à ciel ouvert. Son immortalité lui apparaît soudain comme un miracle vacillant, bien plus foudroyant qu'à l'époque où le tintement des vers berçait sa routine. Une aube, il franchit le seuil avec une relique encadrée. Cette fameuse missive de 1907 que Maya avait exhumée de sa malle. Dorénavant purifiée et sanctuarisée sous un écrin de verre, il la cloue à hauteur de regard, juste dans le sas, tel un spectre d'accueil défiant l'arrivant dès le premier pas. Ce manuscrit figé au beau milieu d'une phrase. Le témoignage brut d'une âme observant le bûcher de l'ancien palais de dentelle depuis le pont d'un navire. Un condensé de l'essence même de ce repère battu par les vents. Le sublime fricotant avec l'anéantissement. Le mythe de l'éternité foudroyé par l'éphémère. La fièvre obstinée des hommes à bâtir, inlassablement balayée par la lente justice des éléments. Aujourd'hui, les vitrages respirent à nouveau. C'est du moins la poésie qu'emploient les maîtres de chantier. Conçus avec une précision d'orfèvre, ces joints d'étanchéité offrent à l'édifice la capacité d'expulser l'humidité plutôt que de s'engorger, lui permettant d'épouser les chocs thermiques avec une souplesse absolue. Parler de respiration n'a rien d'une figure de style. C'est de la science appliquée. Sur le littoral, une architecture privée d'air ne succombe pas dans les flammes. Elle s'éteint à petit feu, rongée de l'intérieur par une lente agonie. Les mois défilent au rythme d'un chantier qui ne s'arrête jamais. Pas de transformation théâtrale, mais une marche inéluctable où l'on consolide les fondations, colmate les toitures et renouvelle chaque revêtement de protection. Les canalisations maîtrisent et guident les eaux de pluie. Les flux d'air sont domptés. L'ensemble du réseau électrique et des dispositifs de sécurité fait un bond vers la modernité. Le bâtiment a vécu et ne retrouvera jamais sa prime jeunesse. Mais il est désormais robuste, plein de vitalité et solidement armé pour faire face à l'inconnu. Bistrot, espace d'exposition, lieu de vie communautaire.
C'est l'emblème éclatant de ce que les hommes peuvent préserver lorsqu'ils opposent leur propre ténacité à la fureur inépuisable des vagues. Le mot de la fin ne revient d'ailleurs pas à M. Alvarez. Il appartient à Maya, gravé dans l'ultime compte-rendu qui servira de boussole pour l'avenir des opérations. Les forteresses peuvent braver les précipices, à condition que les hommes fassent corps avec la pierre. Une présence qui ne tolère ni le provisoire, ni les simples élans de panique ou de nostalgie, mais qui exige une vigilance de chaque instant. Au fil des ans, à travers les tempêtes et les arbitrages financiers, c'est un serment renouvelé par chaque génération qui hérite de cette responsabilité. L'océan observe et patiente, inlassablement. Toutefois, en cette matinée où la lumière baigne les flots et où les ouvriers s'affairent sur la falaise, l'édifice retrouve un souffle qu'il avait perdu depuis des lustres. Soudain, ce face-à-face ne ressemble plus à une condamnation à mort, mais à une véritable négociation. La lisière du vide tient bon, pour l'instant. C'est au fond la seule chose qu'elle ait jamais accomplie, et l'unique promesse qu'elle sera jamais en mesure de tenir.